parle de la femme chaque fois, de sa promotion dans tous les aspects de sa vie. C'est ainsi que nous avons voulu clôturer ce mois de mars avec cette conférence. Et les choix du thème de cette soirée, ça rejoint le thème de l'année, les thèmes de l'année, les thèmes de la journée mondiale, de la journée de la femme, c'était le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID. Nous avons voulu nous pencher ce soir sur le leadership de la femme, en particulier la femme immigrante noire francophone au Canada. Alors, lorsqu'on regarde les statistiques canadiennes, nous avons juste regardé les statistiques canadiennes, on remarque que de façon générale, environ 35% les postes de gestion surtout, sont occupés par des femmes, ou encore que les femmes, elles constituent 18% de membres du conseil d'administration. Et quand on compare ces proportions-là, ces statistiques, on voit que dedans, là, les femmes noires sont encore minoritaires. Elles sont vraiment minoritaires dans les postes de gestion par rapport aux autres femmes qui ne sont pas des membres des communautés des minorités visibles. Alors, en regardant toujours ces statistiques, nous avons constaté que les femmes noires, elles occupaient 4% des postes de gestion et les autres femmes qui ne sont pas de communautés minoritaires, elles occupent 7%. Ces chiffres-là, ça nous dit que qu'est-ce que la femme noire doit faire avec ses statuts du migrant, qu'est-ce qu'elle doit faire? Et le choix du français comme langue première d'expression au Canada, tous ces chiffres-là, ça se mêle. C'est comme ça que nous, à Congolese Women Network, nous avons voulu discuter sur ça et comprendre c'est quoi le problème, pourquoi la femme noire ne fait pas partie de postes de gestion. Et pour cela, pour mieux comprendre si une femme noire francophone, elle peut aussi être leader aujourd'hui, nous avons invité Madame Philomène Zangio et nous pensons qu'avec elle, qui incarne tous les aspects et elle va nous guider au cours de cette conversation de ce soir pour avoir, au final, elle va répondre à la question que nous nous sommes posée au titre de la conférence. Donc, être une femme noire immigrante francophone au Canada, est-ce possible d'être leader? Donc, on va discuter de cela avec Madame Philomène Zangio. La discussion avec Madame Philomène Zangio sera menée par ma collègue Annie Fakalai. Elle est aussi l'une des cofondatrices de Congolese Women Network. Et lors de la discussion, nous vous demandons de garder vos micros fermés pour éviter les interférences. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, mais vous les posez dans le chat. Vous les écrivez dans les chats. Je prendrai les questions et à la fin de la discussion, de la conversation, je vais les poser à Madame Philomène Zangio et elle répondra. Si nous avons le temps, elle répondra à toutes nos questions. Si nous n'avons plus le temps, comme on le fait d'habitude chez Congolese Women Network, nous allons prendre toutes vos questions et nous allons envoyer les réponses à toute une chacune de nous qui aura posé la question. Et avec la permission de Madame Philomène Zangio, à la fin, nous pourrons peut-être vous donner ses coordonnées pour celles qui le voudront, celles qui n'ont pas ça. Mais sinon, elle est visible, elle est sur Twitter. Je vais laisser la parole à Madame Zangio et à Nifa pour commencer la discussion. Merci. Merci Délie pour la parole. Avant d'entrer dans le vif du sujet, de me tourner virtuellement vers Madame Philomène Zangio, je voulais juste ajouter que la conférence d'aujourd'hui est en train d'être enregistrée. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre image puisse ressortir dans nos vidéos, je vous demanderai peut-être de fermer votre caméra. Mais si cela ne vous dérange pas, vous pouvez garder vos caméras ouvertes. Donc, je disais, ça c'était la petite parenthèse avant d'entrer dans le vif de la conversation. Donc maintenant, je me tourne vers Madame Philomène Zangio, je me tourne vers elle virtuellement et je voudrais d'abord lui souhaiter la bienvenue à cette conférence et la remercier pour avoir accepté de partager son expérience avec nous ce soir. Bienvenue, Madame Zangio. Merci. Bien, on va plonger dans la discussion tout de suite. Et pour commencer,
On a constaté, bon, Deli et moi et une autre de nos collègues, lorsqu'on était en train de préparer cette conférence, ou bien même quand on regarde les conférences précédentes que vous avez animées, on a remarqué que vous insistez beaucoup sur le fait d'être une maman. Vous avez beaucoup insisté à non, moi je suis une maman engagée. Je vous ai entendu dans d'autres conférences où vous parlez, je suis une maman, je suis une tante, donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, on se dirait que le vif du sujet, c'est de parler leadership, mais il y a des éléments aussi qui viennent avant de parler de leadership. J'aimerais donc, en me basant sur cela, vous demander pourquoi vous insistez pour que on vous reconnaisse comme une maman engagée. Je comprends que ça doit faire partie de d'une partie de votre identité que vous devez beaucoup chérir parce que vous insistez sur cela. J'aimerais comprendre pourquoi vous insistez sur ça. Ben, je commencerai d'abord par vous dire merci pour cette invitation. Euh, pour répondre à cette question de la maman, je vais d'abord vous donner mon identité. Je suis ici d'une famille de la descendante de la reine Louège, qui est la reine de l'Empire Lunda. Donc, en moi, j'incarne une représentativité de la reine de l'Empire Lunda parce que je suis une descendante. Alors, la place que la femme occupe dans l'Empire Lunda est très, 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 très remarquable. Et avoir décidé de m'immigrer au Canada, j'ai fait la famille ici et mes enfants n'ont aucune idée de cette identité dont je suis. Et cette identité est transférée parce que je suis maman. Alors, pour pouvoir être à mesure d'aider mon enfant à comprendre qui je suis, je dois être en mesure d'aller vers la communauté et affronter d'autres cultures. Comme maman, je dois savoir qu'est-ce qu'on a dans cet environnement dont mon enfant va évoluer. Parce que quand il va marcher sur la route, on ne va pas dire l'enfant de Philomène, on ne va pas dire il vient de l'Empire Lunda, il est de la royauté Lunda. Non, on va dire c'est une personne noire. Alors, je deviens la mère de tout enfant noir sur la route, sur la rue. Donc, c'est pourquoi cette identité est très importante pour moi, être maman. Et dans la société africaine, être mère, c'est la leader de la communauté. La mère est la colonne vertébrale d'une famille. Elle est la colonne vertébrale d'une société. C'est elle qui connaît tout. Dans ma société, on dit toujours, quand vous avez une mère dans la maison, vous êtes assuré, la réussite est assurée. Alors, c'est ces rôles-là que je joue dans la communauté, étant la colonne vertébrale de ma communauté pour aider mon enfant à s'identifier qui il est. Merci beaucoup. C'est vraiment, je dirais, une belle introduction pour nous mener vers le sujet, je disais, le sujet central de la discussion d'aujourd'hui. Et j'ai retenu un mot dans ce que vous venez de dire, c'est le mot aide. Mais j'y reviendrai plus tard. J'ai une autre question, donc je le garde dans mon parking à questions là. Mais c'est un mot que je retiens que vous avez parlé d'aide à plusieurs reprises. Aider mon enfant, vous avez dit que vous considérez donc les autres enfants qui sont des enfants noirs comme les vôtres. Donc, je retiens ce mot et je reviendrai sur cela dans l'une de mes questions suivantes. Mais ce que je note aussi, c'est que
quand vous parlez de votre identité, comme vous le dites, vous insistez sur le rôle de la maman, vous insistez sur le fait que vous êtes une mère, comment cela a un impact sur les enfants et donc sur la communauté. Mais lorsqu'on regarde l'identité que l'on vous donne et que même nous, je dirais, on vous donne, que la société vous donne, l'identité qu'on vous donne de femme noire, immigrante, francophone, comment vivez-vous cela? Est-ce que c'est un contraste par rapport à la façon dont vous vous voyez? Ou est-ce que c'est quelque chose de complémentaire? Comment vivez-vous je dirais, cette façon que la société a cette identité que la société vous donne? Ça serait très difficile ou je dirais de dire, de ne pas admettre la fierté que j'ai d'être une femme noire. Ça fait partie de mon identité. Si quelqu'un ne dit pas que Philomène est une femme noire, c'est que tu ne m'as pas dit au complet. Tu ne m'as pas tellement bien identifiée. Et je suis très contente de voir, au début, de savoir que mon ami Normand Dibé est là et ma jumelle, elle est là, Diane. Normand a, comme personne dans cette société d'accueil, elle a joué un rôle très important pour que je puisse m'affirmer que je suis une femme noire, je suis une femme francophone et je suis une immigrante. Elle a joué un rôle. Elle a été sous-ministre je dirais, du département de la condition féminine chez nous. Et quand on travaillait ensemble, je disais toujours à Normand, je suis une femme noire. Je suis une femme noire. Comme on peut avancer, on met des questions, dès qu'on avance, puis j'ai dit, moi, je suis une femme noire. Je rappelle à tout le monde que je suis une femme noire. Donc, peu importe la discussion que les gens peuvent mettre sur la table, à la fin, il faut que je rappelle à tout le monde que je suis une femme noire. Donc, je ne suis pas pareille. On n'est pas tous pareils. Les one size fit all, ça ne passait pas pour moi. Alors, dès qu'on commençait à mettre des politiques où on fait quoi, je devais signifier que je suis une femme noire. Donc, une femme noire, je ne suis pas tout seul. J'ai avec moi ma progéniture, qui est mes enfants. Donc, une femme noire, pas simple, mais une femme noire maman. Donc, si tu arranges ma situation en moi, sache que ma progéniture vient avec moi. Donc, c'est comme ça que j'ai essayé de partir avec mon identité. Ça ne m'a jamais empêché. Personne ne m'a jamais dit que tu ne devais pas. Non. Il était absente, cette femme. Cette personne, elle était absente. Cette voix-là, elle est absente. Mais j'ai maintenant un rôle et une responsabilité, un devoir de dire à mon enfant que tu existes, tu es là. Donc, ce rôle de maman et ce rôle de la femme noire, je l'incarne. Mm-hmm. Donc, si je comprends bien, tous ces éléments ne sont pas, comment dire, ce n'est pas un contraste entre l'un, ils sont complémentaires en fait. Vous assumez que vous êtes une femme noire, immigrante, francophone, maman. Vous insistez encore beaucoup sur maman. C'est que le problème, c'est que chacun a sa place, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'enlève personne. Si je te dérange, tu n'as qu'à laisser. Mais moi, je ne quitte pas. Moi, je suis là. Tu vas vivre avec moi, que tu l'acceptes ou pas. Les pays, les continents ont signé ce qu'ils ont dit, la mondialisation. La mondialisation, ça veut dire on bouge. Tout le monde bouge. On bouge, on bouge, on bouge.
Tu gagnes où est-ce que tu veux, tu t'arrêtes où est-ce que tu veux, ou tu ouvres tes valises où est-ce que tu veux. Ça n'enlève personne. Si quelqu'un n'est pas capable de t'en dire, il y en a qu'à quitter parce que la mondialisation a été signée par le pays, le gouvernement. Donc, on est dans la mondialisation, on est dans la globalisation, ce qui veut dire que tu es né à New York, tu vas le finir à New Delhi. Tu es né au Congo, tu finis au Nouveau-Brunswick. C'est qu'est-ce que tu veux faire, tu le fais. Il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de contradiction, il n'y a rien. Ça signifie tout simplement que tu es là. Ouais. Donc, je comprends. Donc, vous faites, c'est un tout. Donc, la personne est là, elle constitue un tout. Et on est dans un monde où ce tout-là ne devrait pas être comme une barrière pour pouvoir aller et faire ce qu'on veut et pour pouvoir atteindre les positions de leadership, pour pouvoir exercer son leadership. J'essaie de faire ce lien pour amener, bien sûr, maintenant le sujet du leadership, essayer de comprendre un peu de votre point de vue à vous, Madame Zhangyo, c'est quoi un leader? Qu'est-ce qui fait de quelqu'un, d'une femme, un leader? Qu'est-ce que vous entendez par leadership? Un leadership, ce n'est pas un titre. Le leadership, c'est l'action. C'est la vision. C'est dans le leadership. Le leader, quand quelqu'un se dit être leader, tu dois être prêt à aider quelqu'un. Et que quelqu'un puisse voir dans toi une sortie, un chemin. C'est ça un leadership. Le leader n'est pas le titre. Ce n'est pas donc la façon dont c'est généralement vu. Justement, c'est ce que vous dites, on pense que c'est un titre. On pense que pour être leader, il faut être, je ne sais pas, président de la République, par exemple. Mais j'aimerais un peu savoir, vous, de votre point de vue, avec votre expérience, comment peut-on exercer, quels seraient peut-être quelques exemples de comment vous avez, par exemple, exercé votre sens du leadership dans différents domaines. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples? On aimerait bien comprendre comment, sans être président de la République ou Premier ministre, on peut être un leader. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples? Un leader, comme j'ai dit, ce n'est pas un titre. C'est des actions, c'est la vision que tu as. Oui, j'incarne le leadership. Je me dis aussi, j'ai eu la chance d'avoir ma voix. Je suis une femme d'abord grande, de taille, et j'ai une voix qui importe et je l'utilise quand il faut. Toutes les qualités que Dieu m'a données, je les utilise quand il faut. Alors, les exemples, quand je suis arrivée comme étudiante étrangère à l'Université de Moncton, les étudiants internationaux ne travaillaient pas en dehors du campus. On travaillait seulement sur les campus. Et on n'a pas trouvé ça comme étant une bonne façon d'intégrer la société. Et nous avions, avec mes groupes d'amis, revendiqué les droits que nous puissions travailler en dehors des campus. Nous étions les premières universités projet pilote pour commencer à travailler en dehors du campus. Aujourd'hui, tous les étudiants internationaux à travers le Canada travaillent en dehors du campus. Ça, c'est du leadership. Tu crées un chemin. Tu as une vision. Quand nous sommes arrivés, une fois que j'ai fini mes études, il y a les centres d'accueil et d'intégration des immigrants dans toutes les villes. Et quand nous sommes arrivés, nous commencions à avoir notre intégration au centre d'accueil et d'intégration des immigrants qui se trouve ici à Moncton, Magma. C'était beaucoup plus anglophone. Et on entendait partout dire les anglophones, les francophones, on avait les droits égaux. Puis on dit, mais comment se fait-il, nous, immigrants, on est toujours dans ces modes anglophones? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des centres d'accueil d'intégration francophones?
Non, il n'y en avait pas, mais avec le groupe d'amis, nous sommes mis ensemble et on a fait la revendication et on a contacté les gouvernements. Le gouvernement nous a dit non, on ne peut pas répondre à votre besoin. Vous devez trouver l'organisme porte-parole des francophones qui peut vous accompagner. S'ils sont d'accord, on peut ouvrir le centre d'accueil d'intégration francophone pour les immigrants francophones. Nous avons consulté l'organisme porte-parole des francophones qui est ici la SANB et nous ont accompagnés. Nous étions les premiers centres d'intégration des immigrants francophones au Canada. Aujourd'hui, on trouve les centres d'intégration des immigrants francophones à travers le Canada. Ça, c'est du leadership. Des exemples, je pense que j'en ai. Une fois, on a commencé à travailler avec la SANB, qui est l'association porte-parole des francophones. Et les jours avançaient dans la façon de travailler, on voulait bien être aussi autour de la table pour pouvoir participer aux décisions. Mais il était impossible parce que ça prenait des élections. Comment tu vas être élu dans une société où les gens ne te connaissent pas? Donc, tout le monde se connaissait, les liens des familles, ainsi de suite. Donc, pour avoir la chance d'être autour de la table du conseil d'administration, c'était presque impossible. Toujours dans ce mode de leadership, nous avons trouvé une façon qu'un poste au sein du conseil d'administration devait être un néo-acadien. Là, ça empêchait tout le monde d'appliquer. Et à ce moment-là, je pourrais avoir la place et j'ai été élu pour pouvoir m'asseoir au conseil d'administration. Ça, c'est du leadership. Tu vois? Et Norma est présente. Quand j'ai été élue au conseil des femmes du Nouveau-Brunswick, j'ai soumis ma candidature pour être membre du Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick. Et j'ai été retenue parce que le processus était transparent. J'ai été retenue comme membre du Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick. Une fois autour de la table, on était au moins une quinzaine de personnes. Maintenant, les membres les membres du conseil, du conseil devaient maintenant élire la présidente du conseil. Et généralement, la femme noire n'est pas celui qui va être la première à se dire, je veux être la présidente. Là. Puis là, on a demandé, il faut trouver une façon d'élire une présidente autour de la table. Et tout le monde s'est regardé, moi, non. Puis tout comme je dis, pourquoi pas moi? Puis j'ai mis ma main, j'ai dit, c'est moi qui vais être la présidente. Puis là, il n'y avait personne qui pouvait dire, je sais que le monde n'était pas content, mais j'ai mis ma main, je devais être la présidente. Et j'ai été élue présidente. Personne, comme il n'y avait pas une façon de dire non, c'était là, c'est moi. Là. Alors, j'ai dit, puis j'ai aussi expliqué que cette femme noire, elle est reconnue nulle part, elle n'a pas la chance d'avoir la gouvernance. Voici le moment maintenant où nous sommes autour de des femmes qui se disent féministes. Et moi, je vais être la présidente. C'est comme ça que j'ai été élue présidente. Mais ça n'a pas été facile, par exemple. Ça n'a pas été facile avec d'autres femmes. Parce que moi, je suis féministe, mais ma lutte n'est pas envers l'homme, c'est envers l'autre femme dont on compétitionne avec. On n'est pas au même niveau, donc c'est cette femme avec laquelle donc j'ai fait cette lutte féministe. La femme blanche. Je rebondis justement sur ce que vous venez juste de dire, que votre lutte en tant que féministe n'est pas face aux hommes, je dirais pas contre parce que c'est pas face aux hommes, mais c'est plus face aux autres femmes qui ne sont pas qui ont des privilèges. Voilà. Maintenant, ma question justement serait de savoir donc d'après ce que vous dites et je comprends très bien la façon dont les femmes noires peuvent avoir accès
soit, soit à des positions de leadership, soit juste exercer leur leadership, soit elle semble cette façon de cette relation que les femmes ont avec le leadership, qu'elles ont la place qu'elles occupent par rapport aux opportunités et aux privilèges est différente. Donc, j'imagine que la façon dont la femme noire va vivre son expérience de leadership sera différente des autres groupes. Par là, je voudrais vous demander, vous avez dit que ça n'a pas été facile. J'aimerais bien que vous nous disiez un peu plus par rapport à ça. C'est quoi la différence, en fait, entre la femme noire qui voudrait exercer son leadership et les autres? Tu sais quoi, il y a 2 ou 3 questions qui t'as posées en même temps, là, mais je vais aller avec... Une par une. Ouais. Si je peux répondre, ça n'a pas été facile parce que la femme blanche a ses privilèges, puis elle ne veut pas le partager non plus. Donc, la femme noire elle aide la femme blanche à se trouver dans les statistiques, mais quand elle vient à l'exercice, la femme blanche, elle veut avancer, mais elle laisse l'autre. Donc, ce qui veut dire que l'égalité est pour la femme blanche, mais la solidarité est pour la femme noire. La femme noire cherche la solidarité pour pouvoir être en mesure de sortir dans ces statuts qu'elle s'est mis ou qu'on l'a imposé. Parce que nous vivons avec des structures coloniales, tu vois? Les structures, la façon dont fonctionner, ce sont des structures qu'on nous a imposées lors de la colonisation. Donc, les étiquettes raciales sont encore là. Les gens se qualifient dans des étiquettes raciales. Des fois, c'est subconscient. La personne ne sait même pas que c'est ce qu'il est en train de faire. Alors, c'est là où ça devient très difficile quand c'est dans le subconscient. Tu vois? J'ai compris avec l'expérience, je la garde encore jusqu'aujourd'hui. Une fois, j'étais dans la voiture accompagnée, on était avec Norma, je la cite encore. Nous faisions un voyage d'1 heure et demie. Je travaillais tellement beaucoup, tellement je mettais beaucoup d'air à travailler. Et j'ai dit à Norma, j'ai dit, mais il faut que je sois payée parce que je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et Norma m'a dit, elle dit, Philomène, tu sais quoi? Si on te paye pour ce que toi tu revendiques comme l'état de la femme noire, si on te le paye, sache que ta voix n'aura plus d'importance parce que tu es payé. Mais les gens respectent ce que tu dis parce que tu le fais avec conviction et tu mets ton temps là-dedans. C'est du bénévolat que tu fais. Ta voix vaut beaucoup quand quelqu'un te donne de l'argent. Une fois que tu es payé, c'est fini. C'est l'argent qui a parlé. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pris C'était une leçon de morale pour moi. Alors, j'ai pris c'est comme un bagage qu'elle m'a donné. Et je me rappelle bien un adage que mon père me disait toujours. Il dit, Philomène, dans ta vie, tu serais mieux d'être la main qui donne parce que tu seras toujours par-dessus de l'autre qui reçoit. Tu auras l'emprise si la personne comme tu sais, quand tu vois donner et recevoir. Quand tu donnes, ta main est par-dessus de celui qui reçoit. En effet. Si nous, femmes noires, on veut sortir du statu quo que nous nous sommes mis, nous devons sortir de cet état de recevoir. Les heures de travail que j'ai mis à ces conseils-là, ce n'est même pas à compter. Elle m'a regardé, elle me dit, quand tu seras payé, personne ne va pouvoir écouter ta voix. Et depuis cette journée-là,
je préfère mourir de faim. Mais si je veux quelque chose qui a l'impact sur ma progéniture, je ne prends pas l'argent, j'utilise ma voix. Et elle m'a donné une leçon de vie. J'ai encore aujourd'hui la chance de le dire, elle m'écoute. Parce que je pense que je ne lui ai jamais dit ça. En effet, c'est une très, très, très belle leçon. Et encore une fois, donc je vais je vais encore rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport aux leçons. Les leçons que vous avez apprises, parce que maintenant, avec le recul, je pense que vous êtes au Canada depuis 3 décennies, c'est ça? 30 ans à peu près. Donc, je me dis, quand vous regardez en arrière, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait peut-être différemment ou non? Personnellement, non. Je suis très satisfaite de mon cheminement. Très, très satisfaite. Là où je suis aujourd'hui, là, je suis là où je voulais être. Et quelles leçons avez-vous apprises de votre parcours? Quels conseils vous aimeriez donner? On a entendu beaucoup de choses. La leçon dont vous venez de parler maintenant, vous avez partagé votre expérience, comment vous avez su saisir les opportunités et aller revendiquer vos droits quand c'était nécessaire, quand vous jugiez que c'était nécessaire de le faire. Mais quelles seraient les leçons, si vous deviez résumer les leçons apprises durant toutes ces décennies, qu'est-ce qu'elles seraient si je devais vous demander 5 leçons apprises, qu'est-ce qu'elles seraient, par exemple? La première, on vient de l'entendre, peut-être celle que vous avez oubliée. Je vous laisse répondre. Je vais résumer peut-être ça dans peut-être une seule phrase. OK. Le moment est venu pour nous de ne plus accepter simplement les choses telles qu'elles sont à ces jours. C'est tout. Le moment est venu de ne plus accepter donc la situation actuelle. Donc je pense que chacune pourra compléter la phrase quant à l'action à prendre par rapport à ça. C'est cela? C'est exact. Okay. Bien. C'est une très belle leçon. Avant de pouvoir très bientôt laisser la parole aux personnes qui sont en train de participer à cette conférence, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout au début. Vous avez parlé d'aider, vous avez parlé de votre rôle de maman, vous avez parlé des enfants. Pour nos filles, nos filles et nos petites filles, pour celles qui en ont déjà, j'ai entendu dans l'une de vos conférences, vous disiez que vous acceptez qu'on vous appelle immigrante, mais que vous n'acceptez pas que cette étiquette continue à être collée de génération en génération, disant que votre fille est de la première génération d'immigrants, votre petite fille est de la deuxième. Et dans la conférence que j'ai suivie, vous disiez qu'il faut que ça s'arrête à vous parce que vous avez fait un choix d'être immigrante, mais non votre descendance. Et je suis vraiment tout à fait d'accord avec vous sur cela. Mais quand vous regardez encore une fois votre expérience, quand vous regardez en arrière, quand vous avez élevé vos enfants ici, sont nés ici, comment peut-on faire pour que ces filles, nos petites filles qui sont nées ici, puissent exercer leur leadership, puissent penser même elles ont le droit et qu'elles sont capables de le faire? Comment peut-on faire? Tu sais, moi, comme je t'ai dit, j'ai porté la toge du leadership d'une manière non officielle. Tout seul, comme ça. Là. Je me suis dit, il faut que je dirige. Et that's it. J'ai commencé à diriger dans ma propre famille. Et j'ai sorti dans ma communauté en prenant parole pour les choses qui auront un impact sur ma progéniture. Quand je regarde, j'analyse, puis je dis, ça va affecter mes enfants d'une façon ou d'une autre. Je me lève. C'est tout. Je me lève sur la chaise. Et j'habite à Moncton. Des fois,
ce que j'aime pas moi-même, c'est l'espace comme la chaise vide. Ça, j'ai horreur de ça. Les informations dans ces pays où nous avons décidé d'immigrer sont les informations sont mises à la portée de toutes et tous. Si tu veux les avoir, tu vas les avoir. Quand je regarde, je lis, je regarde une réunion et par exemple à Woodstock. Woodstock, c'est à 2h30 de chez moi à Moncton, à 18h. Moi, je travaille jusqu'à 16h. Mais c'est un sujet tellement important où il y a une consultation publique sur l'éducation. Je dis consultation publique sur l'éducation. Consultation publique sur la santé. OK, il est 4h. C'est à 18h30. Comment je vais faire pour y aller? Puis là, je vais penser, puis je pense, puis il suffit tout simplement, je pense qu'il n'y aura pas une personne qui va parler pour mes besoins à moi dans les minutes qui suivent, genre dans la voiture. Dans les minutes qui suivent, j'ai quitté le travail à 16h. À 18h, je vais être là, à la réunion. Je vais parler pour mes enfants et ma progéniture. Parce que toutes les décisions qu'on prend aujourd'hui, les conséquences vont se lire à la prochaine génération. Nous sommes en train d'assumer ce qui a été déjà fait. Donc, si vous voulez que vos enfants ne puissent plus vivre la même chose que vous, c'est le moment de se mettre debout. Il est temps. C'est le moment ou jamais. Donc, levez-vous, participez, donnez votre temps, donnez votre énergie, donnez tout ce que vous avez à donner pour que vos enfants puissent ne plus vivre la même chose que vous. Merci beaucoup. Je voudrais juste, donc, lorsque le parent, la mère doit être engagée dans des causes dont elle connaît l'impact futur sur sa progéniture, mais la progéniture elle-même, que lui dit-on? On espère, oui, que nos actions auront un impact positif sur leur vie, mais on voudrait aussi qu'elles soient les leaders de demain. Comment fait-on avec elles? Est-ce que on les a... Bon, je sais que les enfants, souvent, ils copient ce qu'ils voient aussi. Donc, j'imagine que s'ils ont une mère et qu'ils voient que cette mère est active, qu'elle leur explique et tout, ce serait une façon. Mais y a-t-il d'autres façons encore de faciliter, de les pousser un peu à s'exprimer un peu plus et aller vers l'expression de leur leadership, de pouvoir agir comme leur mère? Ben ça serait contradictoire de dire qu'il faut pousser un enfant quand la mère ne fait pas. On parle toujours l'âge de la maturité, comme pour que l'enfant devienne mature dans ma société à moi, il faut que la personne atteigne au moins 30 ans et plus. Sinon, c'est encore lié dans le cycle d'apprentissage. OK? Tu vois, tu prends un enfant de 0 à 7 ans. OK? Dès qu'il va à l'école, où il va venir valider son information avec maman. Maman, elle a dit ça, est-ce que c'est vrai? Maman, elle a fait ça, est-ce que c'est vrai? Maman, elle a fait... Donc, tout maman doit valider. OK? Alors, si l'enfant... OK. Si l'enfant ne te voit pas, parce que moi, mon fils, là, peu importe où est-ce que tu sais, je vais te donner un exemple parfait. Mon fils, avec sa girlfriend, sont partis renouveler leur passeport. Ils sont arrivés au service des passeports. Ils ont donné exactement les mêmes documents, les deux. Les mêmes documents pour pouvoir être... Sa girlfriend, on lui a posé même pas une question. On a renouvelé ce document. Mais mon fils, il a regardé et dit, est-ce que ta mère est citoyen canadien? Est-ce qu'on peut avoir la preuve de tes parents s'ils sont citoyens canadiens? Puis, il n'avait pas de preuve pour ses parents.
Sa girlfriend est rentrée, puis dit, mais pourquoi lui, vous lui avez demandé? Il dit, non, on veut avoir la preuve de ses parents. C'est sa girlfriend qui a dit à l'agent, il dit, vous serez mieux de lui donner, parce que si elle dit à sa mère, je pense que vous ne serez pas content ici, là, quand sa mère va venir ici. Tu vois ça? Oui. C'est qu'il sait déjà que si sa mère sait que vous demandez la citoyenneté de sa mère, parce que tout simplement le nom est différent, ça va poser beaucoup de problèmes. Donc, ils m'ont vu me battre pour mon identité et ils ne laissent plus passer n'importe quoi. Okay. Donc, alors, si vous voulez, comme je viens, la personne dit, quand les politiques du gouvernement ou je ne sais pas, peu importe les politiques, là, ils mettent sur la table et ils commencent à définir la population, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut intégrer les immigrants, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Mais qu'est-ce que les immigrants eux-mêmes font? Qu'est-ce que nous, on fait? Là, on parle nous-mêmes que nous sommes des personnes de la race noire. Mais tu sais que quand le gouvernement décide, il décide aussi pour nous. Que nous soyons à table, que nous ne soyons pas là. Nous allons consommer ce qu'ils nous donnent. Mais, je vais te dire encore une autre exemple. Fais attention quand nous, on quitte nos pays pour venir ici, nous sommes des immigrants. Quand un Blanc quitte l'Occident, il va dans nos pays, c'est un expatrié. On n'a pas le même titre. Hein? En effet. L'expatrié est un immigrant. On n'a pas le même titre. L'immigrant, quand il vient ici, tu cherches l'intégration. Mais l'expatrié, quand il va là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il donne. C'est cette poids qu'on utilise. Alors, j'ai fait l'expérience moi-même. Quand je suis partie en Afrique, je suis allée avec une valise. Je n'ai fait qu'amener les cadeaux. Pas dans ma famille, mais les cadeaux seulement, dans la valise. Je suis arrivée, des petits ballons, des ceci, comme les Blancs font quand ils vont chez nous. Ils arrivent, tout ce qu'ils font, c'est donner, 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 donner dans la communauté. Ils font des dons, ils font ceci. Tout le monde respecte les Blancs est arrivé, ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Mais à la fin, qu'est-ce que les Blancs vont recevoir? Il va recevoir plus que ce qu'il vous a donné. Il va recevoir plus qu'il vous a donné. Mais nous, quand on vient ici, on se met dans le statu quo d'attente qu'on nous donne. On est là, mais non, je n'ai pas d'emploi. Mais non, tu n'as pas l'emploi. Bouge. Trouve une façon. Parce que les Blancs, quand ils vont chez nous, ils ne vont pas avec l'emploi. Il va avec qu'est-ce qu'il va nous donner. Et à la fin, il va recevoir. Même ceux qui prient dans la Bible, donne, tu recevras. Mais nous, quand on vient ici, on se met dans un statut où on attend qu'on nous donne seulement. Oui, on nous donne. Oui, on est discriminé. Oui, on est comme... C'est tout ce qu'on fait. Mais à un moment donné, tu es discriminé. Mets ça de côté. Pleure le lendemain, demain matin, réveille-toi. Vas-y. Change juste de stratégie. Oui, merci beaucoup, Madame Zangyo. Oui, je comprends que le maître mot dans votre vision du leadership, c'est vraiment donner. Bouger, ouais. aller chercher, aller occuper la place vide, qu'il n'y ait pas de vide. Si on peut, on y va. Donc, je me dis... Affronter l'ennemi à l'intérieur. Il faut être là. Si tu as ton ennemi, affronte-le à l'intérieur. Ne laisse pas à l'extérieur parce qu'il va trouver des stratégies. Il faut que tu sois à l'intérieur. Maintenant, ce que je vais faire, je pense que maintenant, on va pouvoir peut-être laisser les participants et participantes poser des questions, mais avant de laisser donc la parole à Délie pour qu'elle puisse faciliter cette partie de la conférence, j'aimerais revenir sur le titre de la conférence, « Femmes noires, immigrantes, francophones, leader. Est-ce possible au Canada aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez de cette question? C'est quoi votre réponse à cette question? Mais la question déjà, elle est problématique en soi. Quand on se pose ces questions-là, c'est comme si ce n'était pas possible. Mais non. Pourquoi même, comme moi, quand j'ai décidé que je vais aller en élection, là, OK?
J'ai décidé que j'allais en élection. J'ai regardé les... J'ai dit, ben, comme on dit, pour l'élection, il faut d'abord demander, comme essayer de sonder un peu les gens pour voir quels sont les conseils à te donner. Je suis allé voir quelqu'un qui a été déjà élu. Puis je lui pose la question, je dis, écoute, j'aimerais me présenter aux élections, qu'est-ce que tu penses? Elle me dit, oh, ben Philomène, c'est une bonne idée, mais tu sais quoi, les gens ne sont pas prêts, ils ne pensent pas qu'ils vont voter une place noire. J'ai dit, hé, comme ça, là. Le lendemain, quand je suis rentré, il m'a donné la bonne réponse même pour aller aux élections. J'ai dit, moi, je vais attendre que les gens soient prêts pour que moi, j'aille à l'élection. Alors ça, c'est la bonne réponse. C'est moi qui décide si je dois à l'élection, ce n'est pas si les gens doivent être prêts à me voter. Tu comprends? C'est comme quand tu poses même déjà cette question-là, c'est que tu as mis déjà une barrière dans ta tête. Tu es une personne, point et trait. Noir, blanc, rouge, ça ne change absolument rien. Tu veux faire du leadership là où tu veux le mettre, tu le fais. Avant d'aller, tu donnes d'abord, tu donnes. Quand vient le moment, tu changes la traque, maintenant c'est toi qui reçois. Parce que tu as donné. Il faut que tu puisses être en mesure de donner, tu donnes, tu vises, tu regardes dans la société, tu te dis, ah, moi là, je vais devenir comme tel. C'est fini là. Tu commences maintenant à savoir comment aller jusque-là. Là. Même si ça te prend 20 heures, c'est pas grave. Tu vas arriver. L'essentiel, que tu pointes où est-ce que tu vas aller. Mais tu donnes d'abord, donne. Mets pas toi dans la position d'en bas, là, non? Parce que si tu te mets dans la position où la personne te donne, tu es sous son emprise. Tu ne sortiras plus jamais. Merci beaucoup, Madame Sanguio. Donc, la conversation a été tellement intéressante. On aimerait continuer encore, mais comme on s'est imparti un temps, je pense que maintenant, je vais remettre la parole à Délie pour qu'elle puisse faciliter la partie questions. Si les participants et participantes n'ont pas de questions, ce dont je doute un peu, mais bon, on va prendre les questions. Questions en tout cas, et commentaires. Là, je dirais en 2021, oui, nous étions absentes, mais il est temps d'assumer et d'afficher ce qu'on a à l'intérieur de nous. On est tellement... La femme noire, c'est un leader inné. Nous avons toutes les capacités, nous avons tout ce qu'il nous faut pour devenir pour pouvoir montrer à la communauté, que ce soit international ou nos communautés dans nos vies, notre leadership. Parce que leadership, même nos mamans, en Afrique, de la plupart des pays, n'eût été le commerce informel des femmes. Beaucoup de personnes ne seraient pas scolarisées. Beaucoup. Et les enfants, que ce soit dans la santé, c'est le commerce informel des femmes. C'est l'économie des femmes qui fait fonctionner nos pays. Mais on arrive ici, on se met dans un statut d'attendre qu'on nous donne. D'attendre qu'on te... Non. Il y a des cadres qu'on a mis dans des pays développés. Oui, c'est difficile, mais c'est possible. C'est possible. C'est possible si jamais tu te mets dans le statut de ne pas recevoir. Tu dis que si tu reçois, oui, tu peux recevoir parce que tu as besoin de modèles. Tu as besoin de gens de te coacher. Tu as des gens, mais pour que ces gens te coachent, pour que ces gens deviennent tes modèles, tu dois donner. Donne ton temps. Vas-y. Tu entends quelqu'un qui veut se présenter aux élections, va lui donner ton temps. Tu ne perds rien du tout, rien. Va lui donner ton temps, va marcher avec, va faire livrer ses pancartes. Vas-y, tu ne perds rien. Merci beaucoup. Il y a à l'hôpital, on cherche des bénévoles pour faire quoi? Vas-y. Donne ton temps, donne ton temps. À l'école de l'enfant, tu veux, va sur le conseil d'administration de l'école, va aider à l'école. Ils ont besoin de bénévoles. Sois la première à être le premier bénévole. Ce bénévole va devenir ton chemin quand tu vas pouvoir être en mesure de partir. Merci beaucoup, Madame Sanguio. Donc, je vais remettre la parole à Délie. Et donc, elle va nous conduire jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anifa. Merci beaucoup, Madame Philomène. C'était vraiment très intéressant. Et toutes ces belles anecdotes. Là, moi, j'ai retenu beaucoup des mots
Au début, là, j'ai retenu action. Donc, il faut vraiment être actif, il faut oser donner. Et j'ai encore aimé, j'ai vu un commentaire dans les chats, là, on a dit, il faut être à table, sinon vous serez menus. Alors là, moi, j'ajouterais, il faut vraiment être à la cuisine, il faut être là où les choses se préparent. Parce que quand ça arrive au menu, là, vous n'avez plus de choix que de choisir ce qui vous est présenté. Donc, il faut être là à la cuisine, là où les choses se passent. C'est là où il faut défendre, c'est là où il faut faire entendre sa voix, c'est là où il faut faire ses propositions, c'est là où il faut préparer pour que les autres mangent et que les autres se servent à votre menu, ce que vous aurez fait donc là. Et j'ai aussi trouvé la réponse à la question même de la conférence, que c'est vraiment, c'est pas un tabou, c'est pas magique. La femme noire francophone, elle est capable d'être leader. Elle est capable d'être leader parce que le leadership, ça commence là où on est, dans tous les secteurs de sa vie, que ce soit à l'école, que ce soit partout. Et comme vous avez dit, même faire le bénévolat. Donc, il faut oser, il faut aller partout pour se faire entendre, pour ne pas être au menu. Et là, j'étais en train de regarder dans les chats, je n'ai pas vu de questions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aimerait poser une question, qui a une question. Elle peut juste ouvrir son micro et poser la question. Si quelqu'un a une question, il y a certaines personnes qui sont arrivées un peu en retard, mais celles qui étaient là, si elles ont une question, elles peuvent toujours la poser. Vous êtes libre d'ouvrir le micro et de poser la question s'il y en a. Oui, Normand, vous écoutez. Oui, je l'avais également mis dans le chat, mais premièrement, Philomène, quelle belle présentation. À la hauteur de toi-même, je m'attendais à pas moins que ça dans le fin fond. Question facile pour toi. Quel conseil, puis j'en veux pas 10, j'en veux 1 ou 2, mais quel conseil donnerais-tu au groupe de femmes, association de femmes, pour faciliter le fait que la femme noire peut être à la table avec nous? C'est pas toujours facile, mais oui, toi, il faut que tu donnes, mais nous autres aussi, il faut donner. Donc, quel conseil donnes-tu à ces groupes-là? Bien, les conseils seraient, parce que c'est un chemin à double voie. Donc, la femme noire doit se lever elle-même et aussi, elle a besoin d'être accompagnée. Comme j'ai dit, l'égalité est pour la femme blanche, mais la solidarité pour la femme noire. La femme noire, elle a besoin que vous l'accompagniez parce que vous l'avez étiqueté, comme je dirais, le privilège de la femme blanche a fait que la femme noire a été écrasée. On demande aux femmes blanches d'avoir une solidarité envers la femme noire. On demande à la femme blanche de ne pas seulement utiliser la femme noire comme statistique, mais il est important d'ouvrir la voie à cette femme, de lui donner sa place, de ne pas l'écraser et on ne l'utilise pas. On ne fait pas l'inverse de ce que l'homme fait sur la femme, mais maintenant, l'autre, comme le plus faible et encore plus marginalisé, alors on demanderait à la femme blanche d'être solidaire à la cause de la femme noire, à la cause de toutes les femmes, de tout le monde qui sont étiquetés en plus. Moi, certainement, j'ai utilisé mes capacités pour pouvoir porter cette torche la torche de leadership non officielle, mais parce que j'ai eu du mentorat. J'ai eu du coaching. J'ai eu des modèles. J'avais une tante qui était assez solide, puis ma tante était toujours là pour moi, puis je l'ai vue comme être debout et je n'ai fait que recopier ce que ma tante faisait. Et je me suis dit, je vais aller encore plus. Donc, tu vois qu'on est rendu déjà à moi, de ma tante à moi, puis mes enfants seront différents. Mais tout ça là, parce qu'il y a eu du coaching. On a vu un modèle.
dans ces modèles-là que nous devons être en mesure de donner. Je pense que mes jeunes aujourd'hui, s'ils m'ont appelé, c'est cette image qu'ils sont en train de voir. On doit les accompagner, on doit être là. Donc, le conseil, c'est vraiment couteau à double tranchant. C'est qu'on accompagne, puis eux aussi doivent s'élever d'eux-mêmes. Sinon, on ne peut pas aller les chercher. Merci Si tu es absente, beaucoup. tu es absente. Mais si tu viens, tu vas trouver au moins une personne qui va te tenir par la main. Merci beaucoup. Donc, il faut oser et puis il y a le mentorat et il faut avoir un coaching. Je vois que Fatouma, tu as une question, c'est ça? Tu as levé la main? Oh non, je pensais qu'elle avait levé la main. Est-ce qu'il y a une autre question? Quelqu'un d'autre veut poser la question à Madame Philomène? Est-ce qu'on peut faire un commentaire pour enchérir ce qu'elle dit? Oui, Justine, on t'écoute. Oui, merci beaucoup, Madame Philomène. Je suis arrivée en retard, mais j'ai apprécié la dernière partie à partir du moment où j'ai adhéré. Vous avez donné beaucoup de conseils et c'est vrai, quand vous parlez de prendre les actions, moi, en tant qu'immigrante, je me dis que nous, les immigrants, ce que nous devons éviter, c'est quand vous venez dans un pays étranger, c'est de vous limiter au rôle, à ce statut d'immigrant. Parce que je suis immigrant, je ne sais rien, je ne peux pas. Il faut attendre que d'autres prennent l'initiative. Mais non, vous êtes une immigrante, vous avez des potentiels, des capacités. Il y en a qui ont fait des études, qui sont venus de leur pays d'origine vers ici, qui ont déjà des compétences. Alors, ces compétences-là, peu importe où vous êtes en mesure de pouvoir les utiliser, de les mettre en pratique. Quand on vous demande de faire le bénévolat, très souvent, nous, les immigrants, nous n'aimons pas faire le bénévolat parce que ce n'est pas payant. On veut toujours faire quelque chose qui est payant. Quand on vous dit aller faire le bénévolat, les gens se disent, oh non, qu'est-ce que je vais gagner là-bas? Qu'est-ce que vous gagnez dans le bénévolat? C'est un apprentissage. Un réseautage, et puis vous gagnez en expérience. Et une fois que vous avez gagné de l'expérience, ça va vous permettre de poser les actions qu'il faut pour aller de l'avant. Quand il y a un poste sur le conseil d'administration qui est quelque part, posez votre candidature. Moi, quand Mme Philomène parlait, je me voyais un peu en elle, parce que moi, je suis le genre de personne, je suis là, on me dit, tiens, il y a une conférence quelque part. OK, ça parle de quoi? OK, ben, je vais y aller pour aller découvrir, pour aller partager, donner, échanger, faire porter ma voix. Je suis le genre, alors quand on me dit, même peu importe la distance, du moment que c'est dans mon intérêt, je sais que je peux aller pour parler, j'y vais. Et ça, c'est très souvent, les femmes disent, on a des doutes. Elles sont là, elles attendent. On vous dit qu'il y a une conférence, elles ne veulent pas aller à la conférence. Mais tu penses que si tu ne vas pas à la conférence, comment est-ce que tu vas apprendre? Donc, ce sont des choses qu'il faut... en tout cas, je remercie beaucoup Mme Philomène pour son intervention. C'est très pertinent. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. On vous dit qu'il y a un poste de conseil d'administration. Il ne faut pas réfléchir deux fois. Est-ce que j'ai les compétences d'assister à un conseil d'administration? Allez étudier. C'est quoi un conseil d'administration? Et puis, soumettez votre candidature. Et voyez voir ce que ça va donner. Donc, c'était juste pour renchérir un peu ce qu'elle dit. C'est que nous devons agir, ne pas rester avec le statut qu'on est immigrante, qu'on ne peut pas le faire, on n'a pas les compétences, on est limité. Mais non, on a des compétences, on peut le faire. C'était ça mon intervention. Merci, Justine. Nous tendons lentement vers la fin. Est-ce qu'il y a une autre question, un commentaire? Quelqu'un voudrait prendre la parole? Si c'est correct, je pourrais peut-être adresser quelques mots à mon amie Philomène. Oui, Lynn. Merci beaucoup, Philomène. À chaque fois que je marche la route avec toi, je marche le terrain avec toi, tu me donnes toujours un nouvel éclairage dans ma vie, dans ma façon de voir les choses, dans peut-être la manière d'être une meilleure personne pour être là à vos côtés, à vous soutenir. Tu sais que je serai toujours là. Je serai toujours là. On a marché, quand tu t'es présenté la première fois aux élections, on a marché le terrain ensemble. C'était vraiment formidable parce qu'on a eu plein d'échanges. On a élevé nos enfants ensemble aussi.
Tantôt, Philomène, d'emblée, vous a parlé de son rôle d'être maman. Bien, Philomène n'est pas seulement maman des enfants noirs, de couleur noire. Je peux vous dire elle est maman de tous les enfants. Elle a été une maman pour mon fils Marc-Antoine aussi. Elle l'est encore. Ben pour ça, Philomène, tant et aussi longtemps que je vais être capable de t'aider, de te soutenir, de te supporter, je serai là. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Ça fait que c'est ça que je voulais dire. Merci pour ta présentation. Ce soir, il y avait le banquet de la Faculté des sciences de l'éducation. J'ai quitté le banquet pour venir entendre ta présentation. Ma fille vit des moments extrêmement difficiles aujourd'hui. Philomène est au courant. J'ai mon téléphone à côté, mais je tenais vraiment à être là avec toi ce soir. Ça fait que merci aussi à vous toutes de nous avoir donné cette possibilité-là d'être entre nous, en fait, pour l'organisation. Puis, merci aussi à Norma qui écrit des commentaires que j'ai beaucoup appréciés. Là. Ça fait que merci pour tout, puis continuez. Puis si je peux vous aider, Philomène, elle a dit tout à l'heure, puis là, ça m'interpelle beaucoup parce qu'elle dit il faut qu'on dise que c'est une femme noire, puis moi, j'ai vraiment un grand mea culpa à vous faire. À un moment donné, Philomène marchait, elle est allée cogner à la porte d'une de mes amies, Nicole, que je peux nommer. Puis Philomène est dans ma vie. Philomène, je la nomme partout où je vais. Même encore aujourd'hui, elle ne sait pas, cet après-midi, il y a eu, j'avais une rencontre, puis ils ont dit hey, quelle femme que vous pensez qui pourrait venir parler de leadership? Ben, j'ai parlé de Philomène. J'ai dit il faut vraiment qu'on l'apporte là. Ça fait que peut-être qu'elle l'aura. De toute façon, il faut qu'on se parle de ça, mais dans un autre tantôt. Mais ça étant dit, mon amie Nicole m'a dit ben voyons donc, Lynn. Elle dit j'ai eu de la visite aujourd'hui. Elle dit il y a cette femme-là qui est venue cogner à ma porte. Je dis oui, OK. Elle dit c'est ton amie Philomène. Ben, je dis oui. Oui. Elle dit, je l'ai assez appréciée. Je dis, oui, je le sais. C'est ça que je te dis. Elle m'a dit, tu m'as jamais dit qu'elle était noire. Je suis comme, ben là, mais il me semble que pour moi, c'est comme, je sais pas, c'est l'amitié qu'on a. Je sais pas, c'est d'être à être. C'est ça. Puis là, elle m'a amenée dans une autre dimension. Mais là, faut-il toujours que je dise qu'elle est noire? Je parle d'elle dans mes cours, avec mes étudiants. Je suis comme, je sais pas. En tout cas, on aura une conversation, Philomène. Puis j'ai un petit sac pour toi parce que Philomène est nouvelle maman. Puis j'ai un sac dans l'entrée ici pour toi. Ma sœur a déposé ça aujourd'hui. Ça fait que, en tout cas, merci infiniment. Puis continuez d'éclairer notre route. Merci. Merci, Lynn. Non, quand j'ai dit d'être noire, ça ne veut pas dire... Parce que dans ma communauté, je ne suis plus noire. Comme tu sais, c'est plus ça le problème. C'est dans ce qu'on dit et ce qu'on écrit, c'est des choses différentes. Mais non, écoute, moi, c'est comme j'ai dit, si jamais j'ai eu cette place dans la communauté, c'est parce qu'il y a eu des gens comme vous autres. Si vous n'étiez pas là, ça aurait été difficile. Mais comment nos chemins se sont croisés, c'est toujours par le fait de donner. Si je n'avais pas fait de bénévolat, si je ne suis pas partie devant, si j'étais, comme je répète encore, cette leçon de vie que j'ai dit, donne d'abord, donne. J'ai donné mon amour, j'ai donné ma main, j'ai donné comme je suis là. Pour toi, je ne suis plus Philomène, mais je suis juste une personne. Tu sais, c'est différent. Donc, s'il y a un conseil que je peux donner à mes jeunes, c'est vraiment de partir, de se lever. Les pays que nous avons décidé de vivre, c'est un pays d'adoption pour tout le monde. Les immigrants, tous nous sommes des immigrants, ça dépend à quel moment tu es arrivé au Canada. Nous sommes tous des immigrants. Que tu es arrivé en 1800, que tu es arrivé en 2000, nous sommes tous des immigrants. Ça dépend tout simplement à quel moment tu es arrivé. Donc, on ne doit pas se coller sur la chaise et dire, ben, moi, je suis immigrante, ou de dire parce que je suis noire, non. Mais il faut se mettre debout. Mais les étiquettes marchent encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a des étiquettes, pas seulement l'homme blanc qui va mettre l'étiquette sur la personne noire, mais la personne noire aussi se met une étiquette elle-même, elle se retire d'elle-même, elle se prive d'elle-même de pouvoir avancer, mais il faut avancer. Il faut avancer. Comme vous avez dit, on va être au menu. Il faut avancer.
Les statu est fini, là. C'est fini, on avance. Alors, merci, Madame Philomène. Là, j'ai l'impression que c'était la question que j'allais poser. J'allais vous demander de donner votre mot de la fin s'il n'y avait plus de questions, mais vous m'avez dévancé ou bien vous avez encore... Ah, je vois Fatima qui lève la main. On donne la parole à Fatima avant de clôturer. Oui, Fatima? Allô, Fatima, on t'écoute. Ou bien c'était une main qui était juste levée comme ça. Et là, dans ce que vous venez de dire, ça rejoint aussi les commentaires que Madi a fait dans les chats. Elle ne l'a pas dit, mais elle a dit que nous sommes dans ces pays en tant qu'immigrants. Tout le monde a lu les commentaires de Madi, je suppose. Ces pays nous appartiennent. Nous avons le droit de changer les choses. C'est beau de vouloir changer les choses dans nos pays d'origine, mais il faut penser à là où on est présentement. Donc, ça rejoint vraiment ce que vous venez de dire tantôt là. Et si c'était votre mot de la fin ou bien vous avez encore quelque chose à ajouter comme mot de la fin, on vous écoute. Mot de la fin, je dirais, écoutez, c'est sans oublier que nous avons passé des souffrances, sans oublier que nous avons fait des sacrifices. Nous en avons supporté beaucoup pendant des siècles. Les Noirs, la femme noire qui est restée en Afrique vit encore sous l'emprise de la colonisation. Ceux qui sont venus en Amérique ont traversé l'esclavagisme. Et nous qui venons encore dans l'immigration, nous avons ces processus d'intégration qu'on doit passer à travers. Ce n'est pas facile. Ces étiquettes qui sont encore raciales dans le subconscient de nos voisins, au travail, les étiquettes sont encore là. Ce n'est pas facile. Mais il ne faut pas baisser les fronts. Mettez-vous debout. On est là. On est à l'aube. On doit se mettre debout parce que le destin de nos enfants est entre nos mains. Si nos ancêtres qui sont venus en Amérique sous l'esclavagisme se sont libérés pour avoir leurs droits, aujourd'hui, nous, on peut voter. C'est que c'est possible que nous puissions changer l'avenir de demain pour nos enfants. Si ils étaient liés, ils étaient considérés comme des objets, aujourd'hui, on a des déclarations universelles des droits de l'homme qui disent tout homme est égal. Partir de l'esclavagisme et parler de l'égalité. Puis aujourd'hui, nous qui venons juste dans l'immigration pour les souffrances physiques, nous sommes capables de changer notre chemin demain. Donc, on a une responsabilité comme mère, comme femme, pour nos enfants, que ces pays est aussi leur pays et que nous puissions libérer cette peur qui est encore dans nos subconscients, que nous libérons nos enfants et que nous leur donnons un avenir meilleur. C'est entre nos mains. Nous pouvons décider demain et décidons ensemble. Je vous dirai merci. Que vous soyez à Ottawa et pensez à moi. Je ne l'ai pas fait seul, ce chemin, comme vous venez de voir. J'ai été accompagné par des femmes, des hommes qui ont cru en moi. Et je sais que ce n'est pas la fin. Nous sommes sur le chemin de changer les choses, puis ça va changer. J'espère que je verrai les fruits de ce que j'ai lu aujourd'hui. Mais sinon, vous êtes là, vous allez en bénéficier parce qu'on dit les décisions prises aujourd'hui, l'impact serait la génération future. Vous pouvez vivre cet impact. Merci. Merci beaucoup pour ces brillants mots de la fin que nous venons d'entendre là. Et comme je l'ai dit au début, Congolese Women Network, chez nous, le droit de la femme, c'est notre sujet continuel. Nous parlons des droits de la femme et aussi
de la promotion de la femme dans tous les aspects de sa vie. Et toujours dans le même cadre dans cette même vision-là, j'aimerais aussi vous dire en avance que le vendredi 30 avril prochain, nous aurons une autre conférence sur les droits socioculturels de la femme, les cas de la femme africaine toujours. Alors là, on aura un entretien avec Madame Vicky Mujinga Kalambay. Je vous invite à vous inscrire. Si vous allez sur notre page Facebook, vous la verrez. Sinon, vous nous demandez les liens à notre adresse courriel info@congolese-women-network et on vous donnera les liens. Je vous assure que ce sera aussi intéressant. Et je vous invite à lire les livres avant de venir assister à la conférence. Et au nom de Congolese Women Network, je vous dis merci, infiniment merci d'avoir participé et à nous revoir le 30 avril, le vendredi 30 avril pour la prochaine conférence. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Au revoir, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Oui, bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous Bye. aussi. Merci. Merci. Bye. 就是来。Un instant, je vais arranger. Attends, Tu coupes l'enregistrement? Oui, je vais. Un instant. Enregistrement.